Dans le futur, la technologie permet à la conscience humaine de se connecter directement à Internet et aux jeux virtuels. La raison pour laquelle ce jeu a eu autant de succès se résume en un seul mot, réalité. Mais en dehors du jeu, la vie est très différente avec une routine de travail très fatigante. Voici B, notre protagoniste, qui travaille pendant que ses collègues célèbrent leurs heures supplémentaires. Un de ses amis l'appelle alors pour qu'il joue en ligne et gagne de l'argent supplémentaire. B, cependant, interroge son chef d'équipe sur la façon dont il gagne de l'argent simplement en cultivant des carapaces de tortues. Avec cette remarque, le chef d'équipe s'énerve vraiment et attrape le jeune homme par le col. L'homme demande alors avec un visage sérieux s'il pense que tout le monde est aussi talentueux que lui. En pleurant, le chef dit qu'il joue depuis 6 mois et qu'il est toujours bloqué dans le premier village du jeu. B propose alors d'améliorer le compte de son chef car il le fait toujours pour d'autres personnes. À ce moment-là, leur patron se montre et donne à l'employé une gifle dure pour sa mauvaise performance. Après avoir frappé l'homme, le patron lance un regard méchant à notre héros. Le jeune homme commence à transpirer froidement, pensant que cette fois, il ne pourra pas échapper au travail supplémentaire. Mais le patron s'agenouille dans la baie de banque pour l'aider dans une quête parce qu'il a obtenu plusieurs bons objets. Le jeune homme essaie de refuser, disant que son quart de travail est terminé et qu'il a besoin de temps personnel. Mais le patron n'abandonne pas et offre 10 fois le salaire normal pour les heures supplémentaires. En un instant, le garçon est déjà dans sa chaise de jeu, disant au patron de commencer la quête tout de suite. Le patron montre alors la cible de la tâche, qui est une belle jeune femme aux cheveux verts. B s'enthousiasme en voyant la jeune femme et se demande pourquoi ils ne lui ont pas dit cela avant. Avec son équipement prêt, il dit qu'il facturera 9,9 fois le montant et entre dans le jeu. À l'intérieur du jeu, tout peut être échangé contre de l'argent réel, c'est pourquoi le jeu est un succès. B est surpris de voir que la version du jeu a été mise à jour avec de nouvelles options étranges. Avant qu'il ne puisse choisir quoi que ce soit, le système sélectionne une option de lui-même et le téléporte. Avec cela, il sent sa tête exploser de douleur et essaie désespérément de se déconnecter du jeu. Mais il est trop tard, et un écran de chargement l'informe qu'il entre dans le monde du jeu. Il est ensuite emmené dans une préfecture dans un endroit montagneux plein de bambous. Au milieu de la forêt, il y a un escalier en pierre qui mène à un temple taoïste très simple. Là, un maître dit à son disciple que son heure touche à sa fin et qu'il doit écouter ses dernières paroles. Le disciple pleure beaucoup mais accepte les paroles d'adieu de son maître. L'aîné le rassure et dit qu'il a déjà envoyé un message à la sœur aînée Bégine pour le guider. Juste après, le vieil homme commence à parler sans arrêt d'une secte rivale et d'autres sujets aléatoires. Le disciple est confus car le maître a dit qu'il serait bref, mais maintenant il ne s'arrête plus de parler. En plus de cela, sa tête lui fait toujours mal, et il ne s'est pas remis de ce qui s'est passé auparavant. La scène revient ensuite 2 heures dans le passé pour montrer ce qui s'est réellement passé là-bas. Un grand rayon de lumière descend du ciel et frappe le sol en plein milieu de la forêt. Lorsque le personnage se réveille, il regarde ses mains et se demande si la connexion a réussi. Mais il désespère quand il voit que son apparence a changé et qu'il n'y a pas de barre de santé ni d'équipement. Le jeune homme se souvient alors de l'étrange fenêtre et pense qu'elle a peut-être causé une erreur. Soudain, le vieux maître apparaît, sautant vers le jeune homme avec un regard très étrange sur son visage. Cependant, il s'arrête devant le jeune homme et avec une fleur dans la bouche, l'invite à devenir son disciple. Liu Bei crie alors au vieil homme de se perdre car il ne sera le disciple de personne. L'aîné, cependant, aime l'attitude du jeune homme et le félicite, disant qu'il a du caractère. Avec cela, le maître attache le garçon et le traîne sur le sol pendant que Liu Bei se demande ce qui se passe. Le vieil homme dit qu'il était autrefois un jeune homme très célèbre et beau, mais Bei l'interroge sur son prétendu décès. Le maître est sans voix après avoir été pris en flagrant délit de mensonge après avoir parlé pendant près de 2 heures d'affilée. Puis il tousse et dit qu'il sait que le jeune homme ne veut pas être son disciple, mais son talent ne peut pas être gaspillé. Liu Bei, cependant, garde un regard très méfiant sur son visage, ne croyant pas un mot de ce que dit le vieil homme. Il pense que l'aîné ne l'a choisi que parce qu'il était en train de mourir et a heureusement trouvé quelqu'un à proximité. Le maître l'appelle disciple et après avoir toussé à nouveau, essaie de changer de sujet. D'une manière timide, le vieil homme dit que dans sa hâte, il a oublié de demander quelque chose. Il lance alors un caillou sur la tête de Liu Bei en lui demandant son nom, et le jeune homme se met en colère. Même s'il est très irrité, le jeune homme répond que son nom est Liu Bei. Le maître se remplit d'énergie et dit qu'à partir de ce jour, l'endroit sera sa porte d'ascension. Liu Bei est confus par les paroles de l'aîné et pose des questions sur la partie où il est béni avec le talent. Le jeune homme montre l'état du temple, qui tombe en ruine et est plein de toiles d'araignée. Le vieil homme s'énerve et dit qu'il est normal que la maison soit comme ça parce qu'il est toujours parti à cultiver. Perdant patience, le maître donne une légère gifle à Liu Bei et lui dit d'arrêter les bêtises. Il tend un livre au jeune homme et dit qu'à l'intérieur se trouve le sceau du chef de la secte et un objet très rare. L'aîné explique que sa culture est déjà trop élevée pour utiliser l'objet et que Liu Bei est parfait pour la tâche. Soudain, le corps du maître commence à disparaître, laissant Liu Bei choqué avec l'objet dans sa main. Liu Bei est confus et touche le maître qui disparaît, qui semblait plein d'énergie. Mais le vieil homme revient et lui gifle la main, le grondant de ne pas s'être lavé les mains d'abord.
L'aîné dit alors qu'il a une phrase importante à lui rappeler au sujet de la culture. Il l'avertit de toujours être sur ses gardes et de garder l'objet qu'il a reçu en sécurité. Le maître lui interdit également de parler de l'objet à qui que ce soit, pas même à sa sœur aînée. Seul, Liu Bei remet en question l'avertissement et se plaint de ne pas pouvoir stocker l'objet dans son inventaire. Il décide alors qu'il vaut mieux penser à tout cela plus tard, mais le vieil homme apparaît une fois de plus et, avec un visage mignon, demande pourquoi il n'a pas encore été appelé maître. Le jeune homme est dégoûté par l'attitude de l'aîné et se demande si ce n'est pas juste un dernier souffle de vie. Il réalise alors que s'il prend trop de temps, le vieil homme pourrait partir avec des regrets. Pendant ce temps, le maître continue de prendre une pause mignonne, attendant d'être appelé maître. Liu Bei prend une profonde inspiration, et même s'il ne le veut pas, il semble qu'il soit sur le point de céder à la demande de l'aîné. Le jeune homme s'incline alors et l'appelle enfin maître, lui rendant hommage. Immédiatement après, il s'agenouille et touche sa tête au sol en signe de respect. Le maître devient extrêmement heureux et tenant les mains de Liu Bei commence à rire et à briller. Le vieil homme continue de rire très fort, semblant tout à fait satisfait de l'attitude de ses disciples. À ce moment-là, le corps de l'aîné commence à disparaître à nouveau, mais cette fois, cela semble être pour de vrai. Liu Bei est surpris par la scène et commente que les effets spéciaux sont bien meilleurs cette fois-ci. Avec un sourire sur son visage, le maître disparaît finalement complètement au milieu de particules de lumière, mais Liu Bei n'est pas ému et demande à l'esprit de son maître d'arrêter de faire semblant. Liu Bei essaie de toucher l'esprit de son maître, mais il se dissout complètement dans sa main. Avec cela, une énergie verte émerge du sol et commence à tourner autour du jeune homme. Cette énergie se transforme en quelque chose et en la tenant, Liu Bei sent que ce n'est pas un jeu. Il réalise alors que les funérailles sont terminées, et maintenant il a juste besoin de trouver des gens pour le banquet. Mais le plus important maintenant est de comprendre ce qui est arrivé à son compte car tout est très étrange. Le jeune homme ouvre le système et voit que la quête a été complétée, mais son compte n'est pas revenu à la normale. Soudain, une petite fée robotique apparaît et se présente comme le système du jeu. Liu Bei est complètement choqué car un système avec cette apparence n'a jamais existé dans le jeu. Alors il décide simplement de se déconnecter du jeu et de se reconnecter pour voir si tout redevient normal. Mais quand il regarde le menu, il remarque que les boutons de déconnexion et de paramètres ont disparu. Désespéré, le jeune homme cherche le forum et la liste d'amis, mais rien de tout cela n'existe plus. La petite fée dit alors qu'elle n'a jamais entendu parler des choses qu'il recherche. Liu Bei demande au système s'il a été transmigré dans le jeu, et la fée le confirme. Il demande ensuite s'il peut rentrer chez lui, mais le système répond qu'il ne sait pas. Le jeune homme veut alors savoir s'il est un joueur ou un PNJ, et la fée dit qu'elle va vérifier. Avec cela, le système affiche son panneau de statut, révélant qu'il est maintenant un PNJ avec de très faibles attributs. En regardant son statut, le jeune homme est choqué de réaliser qu'il est devenu un PNJ et qu'il ne peut pas rentrer chez lui. Pour confirmer, il mange de l'herbe et peut la goûter, ce qui prouve que tout cela est réel. Liu Bei découvre que les joueurs arriveront bientôt, et il doit devenir fort pour ne pas être éliminé. Les joueurs dans ce monde ignorent les règles et créent toutes sortes de classes, ce qui est un cauchemar pour les PNJ. Les joueurs peuvent être des cultivateurs bouddhistes avec des arts démoniaques ou des démons avec des arts bouddhistes. Il existe toutes sortes de cultivateurs hybrides et super forts avec des apparences très étranges, et Liu Bei craint d'être malmené par tous ces gens puisqu'il n'est plus qu'un PNJ très faible. Mais le principal problème qu'il doit résoudre maintenant est d'apprendre à pratiquer et à devenir fort. Le jeune homme s'agace alors de la fée du système et demande ce qu'est la cultivation. Le système explique que sa classe principale est connue et qu'il a besoin d'illumination pour la changer. Liu Bei court alors après la fée, lui criant dessus pour être inutile et ne pas traduire les choses pour lui. Caché dans les buissons, des yeux brillants voient la nourriture dans la main du jeune homme et décide de la voler. En marchant à travers la forêt, le jeune homme entend un bruit étrange venant d'un buisson. Il sent alors qu'il est observé et soupçonne que ce pourrait être les bêtes démoniaques de la montagne. Soudain, une créature avec des effets spéciaux violets et noirs se jette sur lui. Le monstre l'attaque, et le jeune homme tombe au sol de peur, criant que c'est un démon renard. La bête le fixe alors avec ses dents acérées et ses yeux verts qui brillent dans le noir. Liu Bei dit désespérément qu'il vient d'arriver et qu'il n'a rien fait pour agacer la créature. Le démon abat alors ses griffes très près du jeune homme qui est paralysé de peur. La créature est amusée par la réaction du garçon qui est complètement terrifié. Leur véritable cible, cependant, était juste le morceau de viande dans la main de Liu Bei. Avec une attaque rapide, la bête fait tomber le protagoniste d'une falaise avec la nourriture. Alors qu'il tombe, le jeune homme est choqué de voir des flammes sortir de ses mains. Les yeux dans les buissons paniquent car le plan était juste de prendre la nourriture sans blesser personne. Au sommet de la falaise, les petits renards dissipent leur illusion et attrapent la viande qui est tombée. Alors qu'il tombe, le système l'avertit du danger, et il se lamente de sa disparition mais gagne un point de charisme supplémentaire. La fée du système dit alors que ses pleurs étaient si émouvants qu'elle a décidé de lui donner un point de charisme. Liu Bei crie sur la fée, disant qu'il n'a pas besoin de charisme mais d'aide pour survivre. Désespéré, il continue à tomber et à crier à l'aide alors qu'une lumière monte vers lui.
Les petites créatures au sommet de la falaise regardent en bas et considèrent déjà le jeune homme comme disparu. Soudain, une belle femme en blanc descend des cieux, surprenant les petits renards. La mystérieuse dame plonge alors à grande vitesse vers le jeune homme qui tombe en chute libre. Avec une agilité incroyable, elle descend simplement la falaise pour sauver le jeune homme. Elle court sur le mur de pierre, se rapprochant de plus en plus de notre héros. La femme lance alors une ceinture dorée qui s'enroule autour de la taille de l'UBEI pour le sauver. Avec un mouvement rapide, elle tire fermement sur la ceinture dorée pour arrêter sa chute. Le jeune homme est remonté et est complètement en sécurité, enveloppé dans la ceinture de la dame. En regardant son sauveur, le jeune homme est complètement enchanté, son visage rougissant. Il remarque chaque détail de la femme, de ses chaussures à ses jambes bien galbées. Liu Bei est hypnotisé par la beauté de la dame et sa peau aussi blanche que la neige. Le regard glacial de la femme et ses yeux bleus attirent également l'attention de notre héros. Toujours en train d'être remonté, il est frappé à la tête par des rochers et réalise qu'il a été sauvé par une fée. Avec cela, le système l'informe qu'il a échappé au danger mais a perdu 10 points de vie dans le processus. Enfin en sécurité, Liu Bei a une expression béate et amoureuse sur son visage pour son sauveur. Quelque temps plus tard, Liu Bei se réveille torse nu à côté d'un feu avec la dame qui l'a sauvé. Il réalise que son statut est restauré et se souvient d'avoir été sauvé par une belle fée. À ce moment, la femme dit qu'il s'est enfin réveillé, et le jeune homme la regarde avec surprise. Elle se présente comme Beijing et demande s'il est le frère cadet dont l'oncle Mo a parlé. Choqué, le jeune homme demande si elle est la sœur aînée Beijing dont le maître parle tant. Avec cela, il devient super excité et décide qu'il se consacrera pleinement à la cultivation à partir de maintenant. Il existe 4 voies de cultivation, le Tao avec plus de technique et le diable axé sur les émotions extrêmes. Il y a aussi la voie du démon avec de puissantes lignées et la voie du Bouddha, qui est très polyvalente à la fin. La fée le félicite alors d'avoir terminé son illumination et d'avoir débloqué sa classe principale en tant que cultivateur. Il remarque que sa cultivation n'a pas beaucoup changé, mais ses yeux commencent à briller différemment. Cependant, sa condition physique semble s'être beaucoup améliorée après le processus d'illumination. Le jeune homme prend alors le livre que son maître lui a donné, car il n'a obtenu que 2 techniques de l'illumination. Il ouvre le livre brillant, pensant qu'il doit y avoir quelque chose de bien dedans puisque le vieil homme était si prudent. Mais il trouve le contenu assez faible et décide d'attendre sa sœur aînée pour voir s'il peut obtenir quelque chose de mieux. Soudain, le système lui offre une écriture de destruction de démons, et il est choqué par l'option. Le jeune homme est confus et se demande d'où vient cette technique et si c'est une sorte de bug. Il se souvient alors que le maître a trouvé le livre à l'ouest, et que la technique secrète était cachée à l'intérieur. Bien que tenté par la voie démoniaque, il décide de lancer un dé pour ne pas désobéir à son maître. Avec cela, il jette le dé par terre et attend le résultat pour décider quelle voie suivre. Le dé atterrit sur le numéro 1, et la fée confirme la technique que le maître voulait, laissant le jeune homme en panique. Liu Bei dit à la fée de ne pas se mêler et brûle le livre pour garder le secret du maître. La petite fée du système, cependant, ne semble pas du tout apprécier l'attitude du jeune homme. Il remarque alors que les 2 techniques sont sur son panneau de statut et décide de se concentrer sur celle d'attaque. Après une demi-heure d'entraînement, il réalise qu'il lui faudra 1 mois pour gagner un niveau à ce rythme. Le jeune homme pense qu'il a besoin de quêtes pour gagner de l'expérience et se demande comment utiliser la technique. À ce moment, quelqu'un frappe à la porte et crie aux disciples de sortir pour rénover le temple. Un homme en violet entre et se plaint de l'avoir appelé à l'aide, mais le jeune homme se reposait. Liu Bei est complètement perdu, et soudain une petite sphère d'énergie apparaît sur son doigt. Involontairement, il lance une puissante attaque qui se dirige droit vers l'homme en violet. L'attaque traverse le mur et cause une grande destruction dans la cour, effrayant tout le monde. Beijing apparaît et dévie l'attaque, sauvant les hommes qui la reconnaissent de la nuit précédente. Avec un mouvement gracieux, elle contrôle l'énergie démoniaque et la dissipe facilement dans l'air. Soudain, une femme avec une peau de pierre apparaît et demande furieusement où est Ding Li. Les hommes pointent vers le temple et disent que seul son jeune frère est à l'intérieur. Le soi-disant Ding Li s'excuse auprès de Liu Bei, disant qu'il a été forcé de venir ici pour rénover l'endroit. Liu Bei est choqué par la puissance de son attaque, qui a éliminé instantanément quelqu'un du même niveau. Ding Li désespère et blâme Idéminus de l'avoir envoyé au temple pour la rénovation. La femme de pierre se met en colère, et l'homme la désigne du doigt, disant que c'est elle qui les a envoyés là-bas. En pleurant, l'homme essaie de rejeter la faute sur la femme et de les faire se battre pour pouvoir s'échapper. Beijing entré, voyant toute la scène, demande avec surprise si son jeune frère a déjà été éclairé. Liu Bei se vante auprès de Beijing, disant que son talent est si grand qu'il a été éclairé en une seule nuit. La jeune femme est impressionnée par le talent de son jeune frère mais essaie de cacher sa surprise. Elle décide alors de ne pas le complimenter pour qu'il ne devienne pas arrogant et paresseux avec le temps. Avec un visage sérieux, elle dit qu'il est très lent et que l'oncle Mo ne reposerait pas en paix avec son talent. Le jeune homme l'invite à voir un disciple super talentueux, et elle l'ignore pendant que Ding Li se cache. Liu Bei demande alors à Beijing qui étaient les gens qui faisaient du bruit plus tôt. Elle explique qu'elle a demandé à Ding Li de vendre le bambou d'un pic voisin et de rénover le temple. L'homme essaie de le nier,
mais Beijing l'attrape par ses vêtements et le regarde avec un regard sérieux. Elle le jette ensuite au sol et demande d'où venait l'attaque d'avant et ce qu'il voulait à l'UBEI. La jeune femme est furieuse car le jeune homme vient d'être éclairé et n'a encore aucune technique. Ding les désespère et essaie de s'expliquer, mais Beijing a déjà son épée prête à l'attaquer. L'homme se voit comme une victime dans toute cette situation et regrette d'avoir eu autant d'ennuis. Beijing dit qu'il paiera pour avoir essayé de ruiner le chemin immortel de son jeune frère. Balou Bey intervient et arrête l'attaque de la jeune femme, la laissant surprise par son attitude. Elle dit que l'homme l'a trompée avec des techniques de bas niveau et que cela pourrait ruiner son avenir. Avec un regard furieux, la jeune femme dit qu'elle va lui couper les bras pour expier sa négligence. Le jeune homme réalise qu'elle pleure parce qu'elle s'inquiète pour lui et se sent touché. Avec un regard niais, il dit qu'il veut s'accrocher à sa sœur aînée, et elle est confuse. Il explique ensuite la vérité sur les techniques, et Beijing l'emmène dans un endroit privé. La jeune femme commence à examiner le corps du jeune homme, qui devient timide et mal à l'aise avec la situation. Beijing confirme que l'énergie circule dans son corps et qu'il a appris des techniques tout seul en une nuit. Même avec un corps plus fort, l'UBEI est super gêné d'être touché de cette façon par la jeune femme. Avec cela, elle prend les mains du jeune homme avec une expression sérieuse sur son visage, le laissant très confus. La jeune femme dit ensuite qu'elle a quelque chose d'important à lui dire sur son avenir en tant que cultivateur. Le jeune homme rougit de partout et imagine déjà qu'elle va suggérer une culture de partenaire pour son propre bien, mais elle s'excuse juste d'avoir mal jugé son talent et demande à ne pas être blâmée. La jeune femme dit que plus elle y pense, plus elle est gênée, et donc elle ne peut plus lui enseigner. Le jeune homme, cependant, ne comprend rien et accepte avec enthousiasme la culture de partenaire ou quoi que ce soit d'autre. Il réalise alors la vérité et est choqué d'entendre qu'elle n'est pas qualifiée pour lui enseigner. Le jeune homme désespère et dit qu'elle l'abandonne pendant que Ding Lei essaie de s'éclipser. Cependant, Beijing l'empêche de s'échapper et lui crie de rester où il est, laissant l'homme terrifié. À ce moment, un oiseau messager bleu apparaît volant dans le ciel du temple. La jeune femme dit qu'elle va envoyer un message à son maître au sujet de la situation du jeune homme et de son talent. Avec cela, le jeune homme est soulagé de comprendre qu'elle ne peut tout simplement pas lui enseigner avec ses méthodes. Les autres disciples entourent alors Liu Bei, le traitant comme un génie, et il gagne 2 points de charisme supplémentaires. Ding Lei se met en colère et crie qu'ils sont des rebelles pour ne pas l'avoir reconnu comme leur chef. Il s'approche et dit qu'il va leur montrer ce que signifie être un vrai professionnel de la flatterie. L'homme commence à faire l'éloge de l'UBEI, mais Beijing le repousse sans aucune patience. La jeune femme invite ensuite le jeune homme à l'accompagner d'abord à la secte de l'épée volante. Le jeune homme réfléchit et se souvient que sa secte est dans un endroit idéal pour la cultivation. Mais dans la version 2.0, la secte est devenue un immense champ de bataille, et 9 sectes sur 10 ont été détruites. Liu Bei décide alors qu'il vaut mieux aller en ville et chercher des quêtes avec des PNJ pour gagner des niveaux. Il demande ensuite à Beijing ce qu'elle dira au chef de la secte au sujet de son origine et de son passé. Le jeune homme fait quelques suggestions, comme dire qu'ils se sont rencontrés sur la route ou qu'ils sont des parents éloignés. La jeune femme est gênée et admet qu'elle n'avait pensé à rien de tout cela avant sa question. Elle pense qu'il est préférable que le chef de la secte ne sache pas certaines choses et que le jeune homme pourrait être en danger. La jeune femme dit ensuite qu'elle va retourner seule à la secte pour discuter de la question calmement. Liu Bei la rassure et dit que sa plus grande inquiétude est que sa cultivation puisse causer des problèmes pour elle. Beijing est touché de voir qu'il s'inquiète pour elle et décide de faire de son mieux. La jeune femme lui dit de ne pas s'inquiéter et l'envoie chez un ami pendant un mois. Le jeune homme est ravi car le village de son ami est un endroit idéal pour trouver des quêtes. Ding Lei est surpris par leur départ, et Beijing dit que le jeune homme ne peut pas rester avec lui. Les hommes sont choqués par la décision de la jeune femme d'emmener le jeune homme loin avec elle. L'homme se lamente du projet de rénovation, et Beijing lui dit de retourner d'où il vient. Mais l'UBEI intervient et, avec un sourire, leur dit de continuer la rénovation du temple. Le jeune homme dit qu'il a promis au maître de faire prospérer la secte, et il ne peut pas le décevoir. La jeune femme lui tend alors une facture à payer puisqu'il est si responsable. Elle explique qu'il s'agit des frais d'administration de la montagne et des coûts de rénovation. Le jeune homme commence son voyage en tant que cultivateur déjà endetté et désespère de la situation. Tout le monde dit au revoir à l'UBEI et lui souhaite un bon voyage alors qu'il part avec sa sœur aînée. Les petits renards regardent l'UBEI et Beijing partir et ne comprennent rien de ce qui s'est passé. En volant avec la jeune femme, le jeune homme dit qu'il a peur des hauteurs, mais elle ne fait pas beaucoup attention. Le jeune homme pleure d'avoir commencé son voyage avec une énorme dette et regrette d'avoir pris la parole. Beijing demande pourquoi il pleure, et le jeune homme ment, disant que c'est la peur des hauteurs. Le système les avertit alors qu'ils sont arrivés à destination, le col de la Victoire. Le col de la Victoire est une grande ville animée entourée de montagnes et de forêts. Devant une grande porte rouge, le jeune homme demande qui est la connaissance qu'ils vont rencontrer. Beijing explique que c'est sa collègue Julian, qui est rentrée chez elle pour se marier après 10 ans. L'UBEI est ravi d'apprendre qu'elle est de la famille royale et voit une nouvelle occasion de progresser. Avec un sourire sur son visage, il s'avance et salue sa sœur aînée Zhu avec beaucoup d'enthousiasme. Mais celle qui ouvre la porte est une dame âgée, et il se demande si Beijing ne s'est pas trompé. La jeune femme le gronde alors et explique que la vieille dame est la gouvernante.
La gouvernante les invite à entrer, et Liu Bei la remercie avec un simple merci. Le jeune homme remarque la beauté de la résidence et en conclut qu'elle doit appartenir à une branche puissante de la famille. Il se demande alors quel genre de personne est Julian et s'il peut lui faire confiance pour en tirer quelque chose. Soudain, une très belle femme blonde apparaît et parle avec Beijing d'une manière très familière. Elle remarque bientôt la présence de Liu Bei et se présente au jeune homme, qui devient tout troublé. Julian est la directrice de la salle des pilules et semble être une femme très charmante et confiante. Elle demande combien de temps il restera, et Beijing la gronde pour avoir flirté avec le jeune homme. La blonde rit et dit que Beijing est jalouse et l'invite à lui tenir compagnie. Julian dit que le disciple de l'oncle Mo est exactement son type et regrette de s'être marié tôt. Beijing la gronde de ne pas effrayer le jeune homme qui écoute tout avec un sourire sur son visage. Le jeune homme est surpris de voir ce côté plus détendu de sa sœur aînée habituellement froide. Il pensait qu'elle était une immortelle distante, mais elle aime en fait une bonne séance de commérage. Pendant qu'il parle, Liu Bei est charmé par la nouvelle personnalité de sa sœur aînée. Après une longue conversation, le jeune homme se rend compte qu'il n'y a pas de PNJ avec des quêtes dans le manoir. Sans quête, il décide de chercher des objets et des techniques cachés autour de la carte du manoir. Il se souvient de l'histoire du jeu et du lien fort entre la famille Zhou et la secte royale extrême. La secte royale extrême est la plus puissante de Wuzhou, et tout objet de là-bas est extrêmement précieux. Même si Julian ne s'est pas entraîné dans la secte royale, ces objets doivent être de haute qualité. Le jeune homme trouve une pièce pleine de livres et décide de chercher quelque chose de valeur parmi eux. Il pense que lire n'est pas volé et commence à chercher quelque chose qui pourrait lui être utile. Avec cela, le système l'informe de plusieurs recettes d'élixirs et de pilules qu'il peut apprendre. Le jeune homme est super excité parce qu'il peut démolir toutes les recettes et gagner de l'expérience sans quête. Il découvre que le travail de Julian est de gérer les comptes de la salle des pilules et voit une opportunité. Soudain, un homme apparaît et demande si le livre qu'il lit est bon. Le jeune homme est surpris et demande qui est l'homme qu'il a pris la main dans le sac avec les livres. L'homme se met en colère et le menace d'être entré dans le bureau du manoir sans permission. À ce moment-là, la dame de la maison arrive, et l'homme crie qu'il est rentré chez lui après une longue période. L'homme s'approche alors et commence à parler avec les deux jeunes femmes pendant que Liu Bei regarde. L'homme se présente comme Wemao et dit qu'il a attrapé un voleur dans le manoir quand il est arrivé plus tôt. Julian le gronde et lui dit d'aller chercher le frère cadet Lu parce que le dîner est presque prêt. Beijing explique que le jeune homme est un génie qui s'est éclairé en une seule nuit de cultivation. La jeune femme dit alors que le jeune homme est allé au bureau du manoir pour lire et demande à Wemao d'aller le chercher. Julian dit qu'il n'est pas nécessaire d'être aussi poli avec le jeune homme car c'est son devoir d'étudier. La blonde demande alors à son mari de ne pas effrayer le jeune homme avec ses manières rudes et agressives. L'homme se défend en disant qu'il est toujours doux avec les siens mais qu'il n'a aucune pitié pour les voleurs. Soudain, il se souvient du jeune homme qu'il a trouvé dans le bureau et a un regard choqué sur son visage. Julian demande ce qui ne va pas et s'il n'a pas confondu le jeune homme avec un vrai voleur. L'homme avoue timidement qu'il a battu le jeune homme qui lisait et souriait de manière suspecte. Les deux jeunes femmes sont choquées et s'envoient par l'aveu de l'homme sur ce qu'il a fait. Liu Bei dit que c'est la malchance d'être battu sans raison par quelqu'un qu'il pensait être le mari de Julian. Attaché au sol, le jeune homme se met en colère contre la situation, et le système l'informe des nouvelles recettes. Beijing et Zhou courent au bureau, et la jeune femme gronde son mari de ne savoir que travailler. L'homme est choqué de voir que le jeune homme a disparu et ne comprend pas comment il a réussi à s'échapper. La corde qu'il attachait est sur le sol, et Julian l'accuse d'avoir attaché le jeune homme. La blonde l'attrape et se met en colère qu'il ait confondu le jeune homme avec un voleur de livres. Beijing se sent coupable et pense qu'elle a échoué à son maître le premier jour loin de la secte. La jeune femme ramasse alors la corde et s'approche de son mari avec un so friendly look. Avec un sourire effrayant, elle demande s'il a frappé fort le jeune homme. L'homme essaie d'expliquer, mais Julian l'ignore et dit qu'elle ne s'occupera plus de lui. Le mari est désespéré et réfléchit à la façon d'expliquer la situation sans avoir l'air d'un idiot. Soudain, une voix mystérieuse émerge dans la pièce, demandant ce que font les jeunes femmes ici. Wemiao est surpris par la voix et se tourne pour voir à qui elle appartient dans la pièce. Liu Bei apparaît avec des bottes brillantes et une apparence impeccable comme si rien ne s'était passé. Le jeune homme émerge avec un sourire sur son visage et une aura de confiance qui surprend tout le monde. Wemao est choqué de le voir en pleine forme et se demande pourquoi il n'a plus l'air d'un gâchis. Avec un geste de la main, le jeune homme dit que rien ne s'est passé et qu'il n'était même pas là avant. Le mari est confus par l'attitude du jeune homme et se demande pourquoi il cache la vérité. Il décide alors d'oublier l'affaire puisque le jeune homme a été si généreux avec lui. Wemao se présente comme le mari de Julian et s'excuse pour ce qui s'est passé plus tôt. Liu Bei le félicite d'avoir attrapé le voleur et dit que ses actions étaient vraiment incroyables. L'homme est embarrassé et dit qu'il ne faisait que son devoir en tant que chef de la maison. Le jeune homme montre alors une bouteille et demande ce qu'il y a à l'intérieur avec un air de mystère. Il explique qu'il a fait des pilules dans la salle de raffinage de sa sœur aînée et s'enquiert de la qualité. Tout le monde est impressionné par les pilules, qui sont de la plus haute qualité et presque parfaites. Wemao commence à soupçonner que les pilules sont la cause du rétablissement miraculeux du jeune homme, mais l'expression de Liu Bei lui fait penser qu'il y a quelque chose de plus derrière toute cette histoire.
Beijing demande avec surprise quand il a appris à raffiner les pilules et comment elle ne le savait pas. Le jeune homme ment et dit que le maître le lui a appris, et Beijing est fier de son disciple. Beijing se sent comme une terrible sœur aînée pour ne pas en savoir beaucoup sur l'UBEI et toujours planifié pour lui. Le jeune homme dit que son voyage prendra un certain temps, et il ne veut pas être un parasite chez Julian. Il suggère alors d'aider dans la salle des pilules pour payer ses repas et même gagner de l'argent. Julian le gronde en plaisantant et dit qu'il n'avait qu'à demander à travailler avec elle. Le jeune homme demande alors ce qu'il pense de l'idée, mais la décision dépend de l'efficacité de la pilule. L'UBEI dit que son frère aîné en sait plus sur la médecine, et l'homme est troublé par la question. Julian et Beijing sont surpris par la connaissance des pilules de l'homme et le complimentent. Le jeune homme explique qu'un entraîneur de soldats doit comprendre la médecine à cause des blessures. Weimao est d'accord et admet que les pilules sont bonnes puisque le jeune homme a récupéré si vite. La nuit tombe et le croissant de lune illumine le ciel étoilé de la ville de Victory Pass. Julian et Beijing parlent, et la blonde est surprise de voir à quel point l'UBEI est incroyable. Un Weimao méfiant demande au jeune homme quelles sont ses véritables intentions avec tout ça. Il se demande comment Julian est tombé sous le charme de l'homme et comment il n'a pas été cambriolé auparavant. L'UBEI dit que le raffinage des pilules n'a rien à voir avec sa force puisqu'il vient d'être éclairé. Le mari s'énerve et demande pourquoi il s'est enfui et est allé dans la salle de raffinage des pilules. Le jeune homme explique qu'il savait qu'il était un homme de principe et qu'il ne voulait pas causer de problème. Il dit qu'un malentendu a conduit à ce qu'il soit roué de coups, et cela affecterait l'image de l'homme. Le jeune homme serre la main de Weimiao et dit qu'il a tout enduré en silence pour protéger son statut. Le mari est choqué par la révélation et par l'attitude noble et protectrice du jeune homme. Liu Bei tend ensuite un livre et dit qu'il a dû le faire tomber plus tôt dans le bureau. Weimao avoue qu'il pensait que le jeune homme essayait de voler le livre qu'il chérissait. Liu Bei ouvre le livre et voit qu'à l'intérieur il y a de l'argent et des bijoux à donner à Julian. Avec un sourire malicieux, le jeune homme demande si ce qu'il vient de dire n'est pas vrai. Le mari est sans voix, et le jeune homme continue de parler de l'homme responsable qu'il est. Ému, l'homme le remercie et dit que les problèmes du jeune homme sont maintenant les siens aussi. Le lendemain, Weimao appelle Liu Bei pour l'accompagner et le traite très familièrement. De garde trouve le comportement du commandant étrange car il ne sourit jamais et est différent aujourd'hui. L'homme continue avec un visage sérieux, mais son comportement avec le jeune homme est très inhabituel. Il tient la main de Liu Bei et l'entraîne dans la rue, ce qui met le jeune homme mal à l'aise. Beijing et Julian regardent la scène, et la blonde se demande ce qui est arrivé à son mari. Julian pense qu'il est irréfléchi mais conclut qu'il vaut mieux avoir quelqu'un de familier pour aider. Beijing dit que le charme personnel du jeune homme a dû conquérir le cœur de l'homme. Elle fait également l'éloge du talent de l'UBEI pour la cultivation et espère qu'il progressera le mois prochain. Julian est surprise par les compliments et demande depuis quand elle complimente autant les hommes. La jeune femme minimise et dit que les compliments étaient très courants et rien de spécial. La blonde rit et réalise que son ami s'intéresse clairement au jeune homme. Julian la taquine et dit que les 2/3 de leur conversation de la veille le concernaient. La jeune femme se souvient à quel point elle a été impressionnée par le jeune homme dès la première fois qu'elle l'a vu. Elle croit que s'il continue sur la bonne voie, il deviendra une grande puissance dans ce monde. Beijing sent qu'il y a quelque chose de différent chez lui, mais n'arrive pas à déterminer ce que c'est. Julian plaisante et dit que Beijing n'a jamais fait l'éloge de son frère aîné l'un eu de cette façon. Weimao les voit tous les deux ensemble et demande si sa femme est fatiguée d'avoir autant parlé. L'UBEI trouve les deux très vivants et réalise qu'on ne peut pas juger les PNJ d'après la première impression. Les jeunes femmes proposent de l'accompagner, mais le jeune homme refuse leur aide avec un sourire. Il dit qu'il s'entraîne juste et qu'il veut suivre son chemin de cultivation étape par étape. Le jeune homme brille d'une aura de justice, et tout le monde s'excuse de ne pas avoir été plus attentionné. Il dit au revoir à tout le monde et se dirige vers la salle des pilules pour commencer son travail. Dans la salle de raffinage, une réceptionniste l'accueille et lui demande s'il a un laissez-passer pour entrer. Le jeune homme dit qu'il est là pour voir son aîné Limboaï et qu'il peut aller le voir seul. La réceptionniste le tient par le bras et l'empêche de continuer son chemin vers la salle. Avec un regard sérieux, elle l'avertit que la zone est importante et qu'il a besoin d'un laissez-passer. L'UBEI est confus car Julian et Weimao ont dit qu'ils s'occuperaient de tout pour lui. La jeune femme lui demande ensuite de remplir des formulaires avant de le laisser entrer. Soudain, un homme apparaît et demande ce qui se passe là dans la salle des pilules. La réceptionniste explique qu'un jeune homme veut le voir et qu'elle lui fait remplir les formulaires. La jeune femme s'approche de l'homme et lui montre des factures à analyser attentivement. Les yeux de Liu Bei s'écarquillent devant la scène, et il remarque quelque chose d'étrange. Le jeune homme comprend que ce monde a ses propres règles cachées et qu'il doit être intelligent. L'homme s'approche de lui et lui demande son nom et qui l'a envoyé le voir. Le jeune homme répond qu'il s'appelle Liu Bei et qu'il est là pour voir Maître Limboaï. L'homme dit que sans certification et sans laisser-passer, il ne peut rien faire pour l'aider à entrer. Weimao demande alors au jeune homme de vérifier si les raffineurs de pilules se relâchent au travail. Avec un cache-œil, Liu Bei dit que la qualité des pilules a été mauvaise et remet en question les matériaux. Le maître se fâche de l'accusation et dit que le jeune homme dit des bêtises sans preuve. Les autres raffineurs commentent qu'ils n'ont vraiment pas été capables de fabriquer des pilules de haute qualité. L'homme se fâche et leur ordonne de jeter le jeune homme dehors pour avoir répandu des mensonges sur les herbes.
Julian apparaît et demande ce qu'il fait là au lieu de travailler. La blonde le gronde pour s'être reposé au lieu de raffiner des pilules comme il le devrait. Le maître change d'attitude et dit qu'il était sur le point de virer un jeune homme qui remettait en question la salle des pilules. L'UBI regarde la scène et est amusé par le changement de comportement de l'homme arrogant. Julian dit qu'elle l'avait averti qu'elle entrerait avec lui, mais le jeune homme n'a pas voulu écouter ses conseils. L'homme est choqué de voir la familiarité entre les deux et ne comprend pas ce qui se passe. La blonde présente alors l'UBI comme son parent éloigné qui va apprendre à raffiner les pilules. Le maître panique quand il réalise que le jeune homme a des liens avec la famille royale. Le jeune homme sourit et confirme qu'il est un parent éloigné de la famille de Julian. L'homme tombe au sol en désespoir, pensant qu'il est fini et que le jeune homme est un espion. Liu Bei dit qu'elle n'avait pas besoin d'entrer car il aurait pu tout gérer lui-même. Julian explique que si elle n'était pas entrée, la sœur aînée Bei aurait détruit tout l'endroit. Le jeune homme appelle alors le nom du maître à haute voix, et l'homme répond, surpris. Effrayé, le maître s'incline et demande quelles sont les instructions du directeur Zhou pour lui. Julian le met en charge de la formation de l'UBI et dit que son salaire sera le même que celui des autres. L'homme est d'accord mais soupçonne que le jeune homme n'est qu'un enfant riche qui cherche à s'amuser. Il appelle alors le jeune maître Lu à l'accompagner à la salle de raffinage des pilules. Le maître demande s'il a déjà raffiné des pilules auparavant, et le jeune homme dit qu'il n'a fait que jouer une fois. L'homme dit que ce n'est pas un problème et qu'il s'arrangera pour que quelqu'un lui apprenne à raffiner. Ils arrivent dans une salle de raffinage personnel, et le maître l'invite à entrer. À l'intérieur, il y a du matériel et des livres de raffinage, et la réceptionniste propose de le guider. Mais le jeune homme la renvoie et dit qu'il se sent plus mal à l'aise en leur présence. La porte se ferme et le jeune homme se retrouve seul dans la pièce pour commencer son entraînement. La réceptionniste demande si ce n'est pas un espion, et le maître la regarde avec suspicion. Il lui dit de surveiller le jeune homme et dit qu'il parlera de la situation au seigneur. L'homme la menace et dit que si la vérité éclate, aucun d'eux ne restera impuni. Seul, Liu Bei commence à raffiner des pilules, et le système lui notifie ses gains d'expérience. Avec un sourire malicieux, il se rend compte que la salle de raffinage est la meilleure salle d'entraînement. Le temps passe et la réceptionniste l'informe qu'elle vient collecter les pilules de la journée. La jeune femme est choquée de voir l'énorme quantité de pilules qu'il a produites en si peu de temps. Le jeune homme est pris en flagrant délit et espère qu'elle ne coupera pas son approvisionnement en matériaux. La réceptionniste se souvient que depuis l'incident, même le maître produit des pilules ratées. Elle en conclut que c'est un espion et décide de tout signaler immédiatement au maître Lin. Liu Bei l'appelle ensuite et dit qu'il a une question à lui poser sur les matériaux. Liu Bei demande si les maîtres des pilules peuvent garder les restes, et elle le confirme. La réceptionniste dit que bien qu'il n'y ait pas de règles strictes, c'est autorisé dans la salle de raffinage. Le jeune homme insinue alors que ce que les maîtres peuvent faire, les réceptionnistes peuvent le faire aussi. La jeune femme a peur et s'enfuit, disant qu'elle a quelque chose à faire et qu'elle reviendra plus tard. Le jeune homme se lamente car il allait lui donner une bouteille en guise de pot de vin, mais maintenant il est trop tard. Il décide ensuite de ranger les pilules, mais finit par faire tomber et casser la bouteille sur le sol. Le maître est choqué d'apprendre que le jeune homme n'a raffiné que des pilules de haute qualité. La réceptionniste rapporte qu'il a également posé des questions sur des choses en dehors de son salaire normal. Avec un visage grave, le maître dit qu'ils doivent se débarrasser du jeune homme dès que possible. L'homme se met en colère et dit qu'il ne se laissera pas intimider par un espion et qu'il le renverra. Soudain, il change d'attitude et avec un sourire, demande s'il peut aider. Lui demande de jeter un coup d'œil à la qualité des pilules qu'il vient de raffiner. Le jeune homme se méfie du changement d'attitude du maître et se rend compte que quelque chose ne va pas. Il demande ensuite plus de matériaux pour continuer le raffinage, et l'homme devient mal à l'aise. Le jeune homme dit qu'il a entendu dire que les matériaux de haut niveau sont différents et qu'il veut les essayer. Le maître désespère en réalisant que le jeune homme cherche la preuve de l'échange d'herbes. L'UBI fait semblant d'abandonner et dit qu'il racontera tout à la sœur aînée Zhou. L'homme l'arrêtait, de peur d'être découvert, cède au chantage du jeune homme intelligent. Il dit à la réceptionniste d'aller chercher les matériaux même s'il sait que cela coûtera cher. Le maître décide qu'il n'a pas d'autre choix que de corrompre le jeune homme pour le faire taire. Julian tire l'oreille de Liu Bei et lui demande pourquoi il est toujours là dans la salle des pilules. La blonde dit que la sœur aînée Bei est déjà partie et lui dit de rentrer à la maison avec elle. La réceptionniste demande si elle doit préparer les matériaux, et le maître la regarde sérieusement. Il lui dit de tout préparer mais l'avertit qu'à partir de demain, elle devra tout rapporter sur lui. Dans un pavillon avec des lanternes et de la musique, le maître Lin rencontre une figure mystérieuse. L'homme dit que Julian a placé un jeune homme dans la salle des pilules et qu'il le soupçonne d'être un espion. La femme le gronde et dit que s'il n'était pas de la secte royale extrême, elle l'éliminerait tout de suite. Le maître est repoussé, et la femme le questionne pour être pressé après avoir pris l'argent. L'homme est sans voix et se sent sous pression par la femme qui le regarde avec mépris. Il regrette de s'être laissé influencer par l'argent et se trouve maintenant dans un énorme dilemme. La silhouette sombre le menace et lui dit soit de soudoyer, soit de se débarrasser du jeune homme avant qu'il ne découvre tout. La femme ordonne ensuite à la musique et à la danse de continuer tandis que le maître est terrifié. Dans la voiture, Julian s'approche de Liu Bei et dit que plus elle le regarde, plus elle l'aime. La blonde dit qu'il devrait être plus proche et lui demande de lui masser les jambes.
Le jeune homme s'énerve et dit que ce n'est pas approprié pour leur situation actuelle. Avec un sourire malicieux, elle demande s'il a peur d'elle et le taquine avec son charme. Le jeune homme s'éloigne et dit qu'il n'est pas ce genre de personne et qu'il ne ferait pas une chose pareille. Mais il finit par céder et, très embarrassé, dit qu'il ne le fera qu'une seule fois. Juliane le félicite et dit qu'il est adorable et qu'il a une façon de parler qui l'enchante. Elle demande ensuite comment s'est passée sa journée à la salle des pilules, et il répond que c'était très enrichissant. Juliane a demandé si sa conversation avec Limboy plus tôt avait un motif caché. Le jeune homme arrête de lui masser les jambes et reste silencieux pendant un moment de tension. Il explique ensuite que frère Wei a dit que l'approvisionnement en pilules était mauvais et l'a envoyé enquêter. La blonde dit que l'affaire est compliquée mais qu'elle l'aidera à comprendre la situation. Elle confirme que la qualité des matériaux a été mauvaise et demande ce qu'il fera des restes. Le jeune homme dit qu'il a entendu dire que les pilules de haute qualité peuvent être vendues à bon prix. Julian ne le croit pas et demande une faveur au jeune homme puisqu'il ne veut pas dire la vérité. Le jeune homme devient nerveux et se demande ce qu'elle insinue avec cette étrange conversation. Il propose d'aider et demande si la faveur a un rapport avec la qualité des herbes. La jeune femme félicite son intelligence et confirme qu'il a deviné la faveur qu'elle allait demander. Elle l'invite ensuite à travailler avec elle et à attraper les personnes responsables de l'échange d'herbes. Le jeune homme est choqué d'apprendre qu'elle savait déjà tout et la questionne pour ne pas avoir agi plus tôt. Elle explique que l'essence d'un commerçant est de gagner de l'argent et de respecter les lois du pays. Mais lorsque les avantages l'emportent sur les coûts, ils font des choses contraires aux principes du commerce. Si quelqu'un essaie de les affronter de front, il pourrait finir par être détruit sans même savoir qui l'a attaqué. Avec cela, rien n'est résolu, et la personne se retrouve avec une montagne de problèmes à résoudre. Le jeune homme comprend pourquoi elle l'a renvoyé de la salle des pilules et demande ce qu'il doit faire. Elle dit que son comportement a déjà été signalé et qu'il devrait continuer à étudier et à raffiner. L'esprit de son maître apparaît et lui conseille de se réjouir et de ne pas inquiéter sa sœur aînée. La scène se termine avec une femme mystérieuse trempant ses pieds dans une flaque d'eau sous la lune. Beijing se sent coupable de la réponse dure du chef de secte et s'inquiète pour l'avenir de l'UBEI. Le jeune homme la trouve seule et lui demande pourquoi elle est là dans cet endroit isolé. Il explique que la sœur aînée Jules a envoyé la chercher pour le dîner et ne s'attendait pas à la trouver là. Le jeune homme l'invite à prendre un verre d'adieu puisqu'elle part ce soir. Il lui offre ensuite une pilule qu'il a cachée à Juliane pour qu'elle ne la confisque pas. Le jeune homme dit qu'aucun cultivateur ne se plaindrait d'avoir trop de pilules et jette des pierres dans l'eau. Il déclare que, quel que soit le niveau, la cultivation est toujours un élément essentiel du voyage. Le jeune homme explique qu'il a raffiné les pilules pour elle parce qu'elle a été très occupée ces derniers jours. La jeune femme demande alors s'il la détesterait si elle ne pouvait pas l'emmener cultiver avec elle. Le jeune homme la rassure et dit que chacun a son propre chemin et qu'il ne veut pas causer de problème. Il pense que la salle des pilules est un endroit idéal pour gagner de l'argent et de l'expérience. La jeune femme est fière qu'il ne lui en veuille pas et qu'il se soucie toujours d'elle en tant que sœur aînée. Elle dit ensuite qu'elle va lui donner quelque chose avant de partir, et que cela pourrait faire un peu mal en cours de route. La jeune femme lui demande de tendre la main et la tient fermement, laissant le jeune homme confus. D'un mouvement rapide, elle le fait tomber au sol et monte sur lui pour lui faire le cadeau. Le jeune homme rougit de partout et dit qu'il n'est pas ce genre de personne et qu'il ne s'attendait pas à ça. La jeune femme lui dit de se détendre et de ne pas résister car elle le guidera tout au long du processus. Un cri résonne dans la nuit, et la scène change pour montrer la pleine lune qui brille dans le ciel étoilé. Les deux apparaissent allongés sur l'herbe, et le jeune homme respire fortement après ce qui s'est passé. Il remarque alors une marque lumineuse sur sa main et demande ce que c'est. Beijing explique qu'il s'agit d'un talisman d'épée qui le protégera lorsque sa vie sera en danger. Elle s'excuse de ne pas être très douée car c'est la première fois qu'elle fait ça pour quelqu'un. Le jeune homme se sent mal d'avoir mal pensé d'elle et en conclut qu'il s'agit d'un objet de protection pour les débutants. Il promet de travailler dur pour l'aider à la secte de l'épée ascensionnelle et de ne pas se relâcher dans son entraînement. La jeune femme l'invite à rentrer manger et le remercie pour la pilule qu'il lui a donnée en cadeau. Avec un sourire sur son visage, elle dit au revoir, et les deux retournent ensemble au manoir. Le jeune homme est reconnaissant d'avoir une sœur aînée aussi attentionnée et l'admire encore plus. Il court alors après elle et lui demande de l'attendre parce qu'il ne veut pas être laissé pour compte. Cette nuit-là, ils ont bu et discuté, et Beijing l'a confié aux soins de Julian et Wemao. Le lendemain matin, la jeune femme part pour la secte, et Julian prend un moyen de transport pour s'occuper de ses affaires. Wemao pleure et dit au revoir à sa femme d'une manière très dramatique et exagérée. L'homme donne ensuite à Ubei une carte d'identification pour qu'il puisse entrer et sortir de la ville. Dans la salle des pilules, Maître Lin rassemble tout le monde pour interroger le jeune homme sur les matériaux. Il l'accuse d'utiliser des matériaux de haute qualité pour raffiner les pilules, ce qui est contraire aux règles. Le maître dit que si tout le monde faisait comme lui, le raffinage des pilules n'aurait plus de sens. En colère, l'homme menace de le mettre à la porte, et le jeune homme montre la carte d'identification qu'il a reçue. Le maître est choqué de voir les laisser passer et se tait devant l'autorité du jeune homme. Liu Bei le met au défi d'essayer une de ces pilules pour voir si le goût est différent. L'homme est surpris par la poche cosmique et le lien du jeune homme avec la famille royale. Le jeune homme lance alors une pilule vers le maître et lui dit de la manger comme preuve.
Le maître n'arrive pas à croire que le jeune homme ait raffiné des pilules de haute qualité avec de mauvais matériaux. La pilule brille et révèle qu'elle a été fabriquée avec des matériaux de mauvaise qualité mais qu'elle a des effets puissants. L'homme se sent revigoré et a une sensation de légèreté après avoir pris la pilule. Il réalise que la pilule a guéri non seulement ses blessures externes mais aussi ses blessures internes. L'UBI demande comment il se sent, et tout le monde est choqué de voir les blessures du maître guéri. L'homme panique et réalise que le jeune homme est un agent infiltré avec des laissez-passer et de la force. Il se sent écrasé entre deux pouvoirs et ne sait pas quoi faire pour se sortir de cette situation. Le jeune homme remet un livre au maître et dit qu'il contient son expérience en matière de raffinage de pilules. Il suggère qu'au lieu de petits profits, il est préférable de transformer les déchets en trésors et de réaliser de gros profits. La réceptionniste demande si c'est une recette pour raffiner des pilules de haute qualité. L'homme comprend qu'il s'agit d'un avertissement et s'enfuit pour éviter de se faire prendre dans le pétrin. Liu Bei l'interpelle et lui dit d'attendre car ils n'ont pas fini leur conversation. Il sait que la recette est authentique, mais seule une personne avec un système peut transformer les déchets en trésors. Avec un sourire méchant, il pense qu'il peut peut-être profiter de la situation et attraper le gros poisson. Le jeune homme entend les autres commenter l'échange de matériaux et comprend ce qui se passe. Il décide qu'il ne peut plus rester dans la salle des pilules et part à la recherche de Frère Wei. À la caserne, Uemao entraîne ses soldats avec rigueur et exige 3000 pompes pour se détendre. Un soldat se plaint que le médicament n'est pas assez fort et que sa blessure a recommencé à faire mal. Le commandant le réprimande et lui dit que l'ennemi n'aura pas pitié de lui à cause de ses blessures. Il lui dit de se lever et de continuer à s'entraîner car il doit protéger son pays et sa famille. Les soldats commentent que le commandant est un instructeur démoniaque, mais ils savent aussi qu'il est impartial. Uemao crie que ce n'est pas la faute des pilules mais de leur propre faiblesse et lui dit de continuer. Liu Bei le met au défi, et le commandant se met en colère, demandant qui a osé dire ça devant lui. Les soldats pensent que le jeune homme est foutu pour avoir défié le général au milieu de la caserne. Le jeune homme dit que le commandant lui-même s'est plaint de la mauvaise qualité et du manque de puissance des pilules. L'homme se met en colère et le félicite pour son courage et pour être le premier à lui parler de cette façon. Les soldats sont excités et pensent que le garçon est fini pour avoir mis le général en colère. Mais la scène coupe, et ils apparaissent choqués et s'envoient devant ce qui se passe ensuite. Uemao apparaît en massant les épaules de Liu Bei et demande quelle nouvelle chose il a découvert. Les soldats sont pétrifiés, et leur image d'un général impartial est complètement brisée. Le jeune homme dit qu'il est en train de nuire à son prestige, et l'homme se défend fièrement. Le jeune homme révèle alors qu'il veut apprendre les arts martiaux parce que quelqu'un pourrait chercher des ennuis. Uemao ordonne que les manuels de la caserne soient apportés et demande qui, selon le jeune homme, va le chercher. Julian rassemble des preuves pour régler ses comptes avec les personnes à l'origine de l'échange d'herbes. L'homme pleure et dit que sa sœur aînée est allée chercher justice et lui a demandé de s'occuper du jeune homme. Liu Bei dit qu'il peut s'en occuper lui-même et qu'il lira les manuels et s'entraînera avec quelqu'un. La scène montre plusieurs pilules cassées sur un plateau en bois sur la table. Maître Lin est accusé d'avoir utilisé de mauvais matériaux pour raffiner des pilules de haute qualité. Jukowa se met en colère et demande s'il aurait besoin d'échanger des matériaux pour gagner de l'argent avec une telle méthode. Maître Lin désespère et se souvient que le jeune maître Jou a promis de le protéger si quelque chose arrivait. L'homme le met à la porte et lui dit de disparaître du col de la victoire avant qu'il ne change d'avis. Soudain, son frère aîné apparaît et demande pourquoi il fait une scène. Le frère se présente comme Jubo et dit que Julian a déjà signalé l'affaire à la secte rurale extrême. Il lui conseille d'accepter la punition et de compenser les pertes afin que tout se termine bien. Le jeune homme se met en colère contre l'espion et dit qu'il ne peut pas le laisser s'en tirer après tout. Le frère suggère de donner des incitations au jeune homme et de s'occuper d'eux rapidement s'il ne coopère pas. Il prévoit ensuite d'envoyer Feng Se pour apprendre au jeune homme les règles de l'endroit. Le jeune homme loue l'idée de son frère et lui dit d'aller se préparer pour la leçon qu'ils vont donner. Liu Bei éternue et se demande qui dit du mal de lui dans son dos à ce moment-là. Uemao s'inquiète de l'entraînement, mais le jeune homme dit que la vraie force ne se voit qu'au combat. Le commandant craint que si le jeune homme se blesse, Beijing ne le blâme et ne le punisse sévèrement. Sur le terrain d'entraînement, un soldat l'avertit qu'il n'y aura pas de traitement de faveur pour qui que ce soit. Les autres soldats commentent que l'adversaire choisi ne montre aucune pitié à personne au combat. Le commandant décide de regarder et d'intervenir seulement s'il y a un réel danger pour le jeune homme. L'entraînement commence, et les deux se font face sérieusement avant de lancer leurs attaques. Liu Bei tire son épée, et le système affiche les détails de sa compétence de coupure de bataille. La fée le félicite pour la nouvelle technique et plaisante en disant que maintenant sa puissance d'attaque est suffisante. Le panneau d'état du jeune homme montre qu'il est monté de niveau et qu'il a de nombreux points de compétence. Le jeune homme sourit, et la fée le félicite de savoir comment flatter les gens avec ses mots. Le soldat l'avertit qu'il ne sera pas indulgent juste parce qu'il connaît le général Wei et lance son attaque. Les deux croisent leurs armes, et le combat commence avec un fort impact entre l'épée et le bâton. Liu Bei ressent la force du soldat et se rend compte qu'il entraîne son corps tous les jours. L'homme saute et attaque d'en haut, mais le jeune homme parvient à se défendre contre le coup. Le soldat continue d'attaquer avec vitesse et force, et le jeune homme esquive les coups. L'homme rit et le félicite pour son habileté et l'invite à une autre session de combat.
Uemao est choqué de voir l'amélioration du jeune homme, qui pouvait à peine se battre avant. Les soldats sont impressionnés de voir l'UBEI bloquer toutes les attaques et même contre-attaquer. Le jeune homme se rend compte que sa condition physique n'est pas si mauvaise, et il peut échanger quelques coups sans utiliser de technique. Il prépare ensuite une attaque avec son épée, et une énergie bleue commence à l'envelopper. Le jeune homme décide de tester sa nouvelle technique et se prépare à une attaque puissante et décisive. Il fait tourner l'épée avec maîtrise, et l'énergie bleue s'intensifie autour de lui sur le terrain. Le soldat est effrayé par l'habileté du jeune homme et ne comprend pas comment il peut être si bon. Le commandant est également surpris parce que le mouvement exige de la maîtrise et est très difficile à exécuter. Le jeune homme exécute un beau combo d'attaque, et le soldat est surpris par son habileté. Le jeune homme a toujours voulu utiliser une épée comme arme et est enchanté par la beauté des mouvements. Il se prépare ensuite pour une attaque finale, et l'énergie bleue se concentre dans son épée. Avec un mouvement rapide, il avance vers le soldat et l'attaque avec sa technique. L'homme a les larmes aux yeux et dit qu'il veut abandonner le bâton et utiliser une épée. L'attaque frappe le soldat de plein fouet, et une grande explosion de lumière illumine tout le terrain. La scène se termine avec un oiseau volant librement à travers le ciel bleu et ensoleillé de la caserne. La poussière retombe, et le soldat apparaît sur le sol sans vêtements mais indemne de l'attaque de Liu Bei. Le commandant est sans voix et ne comprend pas comment le jeune homme a réussi à faire cela. Les autres soldats sont également choqués par la scène et n'arrivent pas à croire ce qu'ils voient. L'homme est surpris qu'il ne soit pas blessé et couvre ses parties intimes avec ses mains. Le jeune homme explique qu'il a utilisé le dos de la lame, et le coup a presque frappé le sol. Il le remercie pour le combat et s'excuse pour les vêtements, promettant de le dédommager plus tard. Les yeux du jeune homme pétillent alors qu'il réalise une nouvelle opportunité de gagner de l'expérience. Le système lui notifie une nouvelle mission, et il pense à pratiquer davantage son maniement de l'épée. La fée le félicite pour la mission, et le jeune homme pleure d'émotion d'avoir trouvé un moyen de monter de niveau. Il remercie Frère Chiant et promet de lui présenter un jour une fille nommée Ajeune. La mission est terminée, et le jeune homme reçoit 500 points d'expérience pour avoir offert l'épée. Il se demande comment la mission a été accomplie s'il n'a pas offert l'épée en cadeau. Le soldat essaie de prendre l'épée, mais le jeune homme la serre fort et ne la lâche pas. Avec un sourire espiègle, il se rend compte qu'il peut exploiter la mission pour gagner plus d'expérience. Il demande s'il peut jeter un autre coup d'œil à l'épée, et le soldat rougit de partout. Le jeune homme sourit et dit que ce n'est pas un problème et qu'il peut regarder autant de fois qu'il le souhaite. Uemao le fait sortir de la scène et lui dit de s'habiller parce que la scène devient indécente. Le jeune homme remet l'épée et, avec un sourire sur le visage, l'appelle son bébé d'expérience. Il s'assoit et se plaint que les quêtes peuvent disparaître pour d'autres raisons, c'est pourquoi il ne les a jamais trouvées. Le jeune homme en conclut alors que tout est une question de timing et d'opportunité pour obtenir les quêtes. Uemao est agacé par l'insinuation du jeune homme et dit qu'il n'est pas intéressé par ce genre de choses. Il lui tend ensuite une épée droite en or noir et dit que le jeune homme y pensait trop. Le jeune homme refuse le cadeau et dit qu'il ne peut pas accepter quelque chose sans mérite pour le mériter. Le commandant dit que sa performance et sa croissance l'ont grandement surpris et qu'il le mérite. Il loue le talent du jeune homme et dit qu'il a saisi l'essence du maniement de l'épée en peu de temps. L'homme dit que les gens comme lui ne restent pas longtemps au même endroit. Le commandant le compare à un pissenlit qui vole librement dans le ciel sans direction précise. Il l'avertit que son talent le mènera dans de nombreux endroits avec des difficultés et des opportunités. Le jeune homme l'interrompt et lui dit d'arrêter avec les encouragements vides et d'aller droit au but. Le jeune homme demande si, avec sa force actuelle, il peut vaincre les frères Geo. Le commandant dit que son cousin ne semble pas si fort et qu'il ne devrait pas avoir de problème. Uemao est agacé par la question et ne comprend pas pourquoi il les a utilisés comme exemple. Il se rend alors compte que les frères Jou pourraient être responsables de l'échange d'herbes. L'homme se met en colère et dit qu'il ira au manoir du gouverneur pour résoudre le problème. Le jeune homme l'arrête et dit qu'il n'a pas besoin de son aide pour gérer la situation. Il explique que sa sœur aînée l'a choisi pour briser la glace et exposer leur erreur. Le jeune homme dit que le commandant ne devrait pas interférer pour le moment parce qu'il a un plan. Avec l'épée à la main, il déclare qu'il a sa propre façon de gérer le problème. L'homme est d'accord et loue le souci du détail de sa femme pour avoir pensé à tout. Il promet ensuite de surveiller depuis l'ombre et d'agir immédiatement s'il y a un mouvement. Le jeune homme se plaint que connaître les arts martiaux ne le rend pas physiquement fort et se sent frustré. La fée du système le taquine, et il se rend compte qu'il doit renforcer son entraînement physique. Il remet ensuite les pilules qu'il a raffinées le matin et demande qu'elles soient distribuées aux soldats. Le commandant est choqué par la quantité et la qualité des pilules que le jeune homme a produites. Le jeune homme dit qu'après l'incident, les pilules attribuées à la caserne reviendront à la normale. Il a demandé au commandant de ne pas agir précipitamment et de ne pas intervenir à moins qu'il ne le demande. L'homme se demande si ce ne serait pas plus rapide s'il gérait la situation lui-même. Avec un sourire effrayant, le jeune homme lui rappelle qu'il a ruiné sa mission et qu'il écoutera. Dans les rues de la ville, des hommes se préparent à tendre une embuscade à Liu Bei sur ordre des frères Ju. Un des hommes sourit et leur dit d'aller bloquer le jeune homme et de ne pas décevoir leur maître. Le jeune homme se lamente que maître Lin et la réceptionniste aient disparu et ne soient jamais revenus. Les autres raffineurs le remercient pour la discussion et disent qu'ils pratiqueront le raffinage demain. Il les encourage et dit que s'ils se consacrent,
ils peuvent raffiner des pilules de qualité supérieure sans aucun problème. Le jeune homme réalise que Maître Lin est hors du jeu et qu'il a choisi le mauvais camp. Il appelle ensuite la fée du système pour vérifier son panneau d'état et voir ses progrès. La fée l'informe qu'il a beaucoup d'expérience stockée et qu'il peut s'approcher du niveau 20. Le jeune homme décide de ne pas utiliser toute son expérience d'un coup par précaution. Il célèbre une autre journée enrichissante et décide de rentrer chez lui pour manger et se reposer. Juliane le gronde pour être allé à la salle des pilules et demande où il a été toute la journée. La blonde se met en colère et demande pourquoi il ne l'a pas gardé sous sa protection au camp. Uemao rit et dit qu'il est sous la protection du jeune homme qui a envoyé l'équivalent d'un demi-mois de pilules de qualité supérieure. Juliane est choquée, et l'homme dit qu'il lui a demandé de ne pas interférer et de le laisser tout gérer. Le commandant est confus par la réaction de sa femme et demande s'il a dit quelque chose de mal. La blonde le traite de fou et lui dit de trouver l'UBEI dès que possible avant que quelque chose n'arrive. Elle explique que sans preuve solide, ils ne peuvent rien faire contre l'oncle des frères Jou. Juliane s'énerve contre son mari pour ne pas avoir empêché le jeune homme d'avoir des ennuis. L'homme s'excuse et dit qu'il va le chercher immédiatement pour éviter les problèmes. Les frères Jou apparaissent et demandent pourquoi ils sont dans la rue si tard dans la nuit. Le couple les regarde avec colère, et Juliane demande pourquoi ils sont là et ce qu'ils veulent d'eux. Les frères disent qu'un parent éloigné a répandu des déclarations diffamatoires dans la salle des pilules. Dans les rues de la ville, l'UBEI est encerclé par des voyous et se plaint de la terrible sécurité publique. Il ne s'attendait pas à ce qu'il cherche à se venger si tôt et se prépare au combat. Les hommes rient et se moquent de lui parce qu'il ressemble à un érudit faible et impuissant devant eux. Le jeune homme rétorque sarcastiquement, les avertissant que son frère aîné est le magistrat du comté de Great Pass. Les hommes s'en moquent et chargent sur lui avec des couteaux et des gourdins à la main. L'un d'eux l'attaque d'en haut avec un poignard et dit qu'il va en finir avec lui là. Le jeune homme réalise qu'ils sont sérieux et que le poignard est réel, pas pour l'entraînement. Un cri résonne dans la nuit, et la scène coupe sur les toits de la ville sous le clair de lune. L'homme est surpris par le cri, et le jeune homme le félicite d'avoir une voix très forte. Il lui donne ensuite un coup de pied et dit que malgré le cri, l'homme est plein d'ouverture dans sa défense. L'homme est choqué par l'attaque et tombe au sol avec des œufs cassés sur les yeux. La fée du système le félicite et dit qu'il a réussi à contre-attaquer et à gagner de l'expérience. Avec un sourire diabolique, le jeune homme réalise qu'il peut gagner de l'expérience en battant les voyous. Les autres hommes ont peur du changement dans l'aura du jeune homme et le trouvent très effrayant. L'homme au sol est terrifié par les yeux du jeune homme, qui le traite comme une proie. Le chef crie à ses hommes d'arrêter de regarder et d'attaquer le jeune homme avec tout ce qu'ils ont. Les voyous courent vers Liu Bei et l'encerclent pour l'attaquer de tous les côtés. Le jeune homme remarque le désavantage numérique mais ne s'inquiète pas car ils sont faibles. Il se prépare au combat et avance vers les hommes pour les vaincre. Avec un coup de poing rapide, il frappe un des hommes au visage et le fait tomber au sol. Le jeune homme continue à se battre et donne un coup de poing puissant sur le nez d'un autre voyou. Il se déplace avec agilité et donne un coup de pied à un des hommes tout en esquivant une autre attaque. Avec une série de coups rapides, il bat tous les hommes et gagne beaucoup d'expérience. Le jeune homme empêche un des hommes de courir et l'attrape par la chemise pour l'interroger. Il l'épingle contre le mur et demande qui l'a envoyé et pourquoi ils veulent le faire tomber. L'homme le menace et dit que leur Feng Tse ne le laissera pas s'en tirer comme ça. Le jeune homme sourit et demande s'il fait référence aux frères Joukui et Joubo. Soudain, le système l'avertit d'un danger imminent, et il se tourne pour se défendre. Une épée est enfoncée dans le sol juste à côté de lui, et le jeune homme est surpris par l'attaque. Un homme mystérieux apparaît et demande s'il est l'UBEI, tandis que le voyou le reconnaît. Le chef de gang, Feng Tsai, le menace et dit qu'il ne s'en tirera pas comme ça après avoir blessé ses hommes. L'homme regarde le désordre et dit que ça va être une corvée de tout nettoyer plus tard. Un des voyous lui demande de se venger car le jeune homme les a battus sans pitié. Le chef se met en colère et, avec un coup de poing au sol, les traite d'idiots pour avoir perdu le combat. Liu Bei réalise que cet homme est différent des autres, et le combat sera plus difficile. Le jeune homme se sent sous pression par la présence imposante et puissante du chef de gang. Avec un mouvement rapide, l'homme avance et frappe le sol avec une force incroyable et destructrice. Il l'interroge pour s'être mêlé aux intérêts des autres avec des compétences aussi insignifiantes. Avec un sourire diabolique, l'homme lui dit de se relever et dit qu'il n'a pas encore assez de plaisir. Le jeune homme réalise que le niveau de cultivation de l'adversaire est bien au-dessus du sien et s'inquiète. Il décide d'utiliser toute son expérience accumulée mais est frappé par une attaque rapide. Le jeune homme désespère en voyant qu'il est blessé et que ses PV diminuent constamment. La fée du système l'encourage à utiliser son expérience, et il se plaint de la distance du panneau. Le chef se prépare pour une attaque finale et dit qu'il va en finir avec lui avec ce coup. Le jeune homme refuse d'abandonner et, avec un dernier effort, essaie d'utiliser son expérience pour monter de niveau. Il confirme l'action, et le système l'informe de nouvelles réalisations et de gains d'attributs. L'homme l'attaque et dit que sa lutte est inutile et qu'il va en finir avec lui maintenant. L'attaque puissante se dirige vers le jeune homme qui se prépare à l'impact du coup final. Mais avec un mouvement rapide, Liu Bei le frappe au visage et le repousse avec un coup de poing. Les voyous sont choqués de voir leur chef mis KO par le jeune homme. La fée l'informe qu'elle a utilisé des pilules pour le soigner, et le jeune homme réalise qu'il a dépensé toute son expérience.
Son panneau d'état montre qu'il a monté de niveau, et ses attributs se sont grandement améliorés. Les voyous fuient, et le chef se met en colère contre la lâcheté de ces hommes vaincus. En colère, l'homme menace Liu Bei et dit qu'il paiera pour s'être mêlé d'eux. Il avance avec des poings enflammés et attaque le jeune homme avec une série de coups rapides. Mais Liu Bei se défend facilement, et les attaques de l'homme ne causent aucun dommage. Le chef n'abandonne pas et continue d'attaquer, mais le jeune homme le provoque, le traitant de faible. L'homme a l'impression de frapper une montagne, et ses attaques n'ont aucun effet. Liu Bei saisit fermement le poing de l'adversaire et le regarde avec un sourire moqueur. Il le complimente sur son grand âge et dit que pour un soin de la peau, il est excellent. Le chef se met en colère face à la provocation et, avec un coup de poing électrique, tente de frapper le jeune homme. Le jeune homme esquive l'attaque et, avec un coup de poing à la poitrine, le rejette avec force. L'homme est envoyé voler et tombe au sol tandis que le jeune homme s'éloigne de la scène. Liu Bei s'arrête et, d'un rapide virage, se prépare à la prochaine attaque de son adversaire. Le chef s'agenouille sur le sol, et le jeune homme le regarde sous le clair de lune avec un air de supériorité. L'homme ne comprend pas pourquoi ses attaques n'ont pas fonctionné et pourquoi il est devenu si fort. Il se demande si le jeune homme a atteint son niveau en si peu de temps et trouve cela impossible. Le jeune homme le provoque et lui demande s'il veut continuer à se faire battre ou s'il va abandonner. L'homme se met en colère et, avec son épée à la main, dit que sa spécialité est le sabre. Il le menace et dit que s'il implore pitié maintenant, peut-être qu'il l'épargnera. Liu Bei active sa technique et dit qu'il va tester le nouveau pouvoir qu'il a appris aujourd'hui. Avec un sourire diabolique, il dit à l'homme de rester immobile et le fixe avec ses yeux rouges. Le chef est terrifié par l'aura du jeune homme et regrette d'avoir choisi d'utiliser le sabre. Il sent son niveau de cultivation chuter et ne comprend pas quel genre de technique c'est. L'homme désespère et leur demande d'arrêter et de parler pour résoudre la situation. Le jeune homme lui rappelle sa promesse et dit que quelqu'un est fini quand un sabre est tiré. Avec un sourire diabolique, il dit qu'épargner sa vie n'est pas impossible, mais qu'il veut quelque chose en retour. Le chef offre un sac d'argent au jeune homme en échange de sa vie et de sa coopération. Liu Bei prend le sac d'argent et dit que ce sera rapide et que l'homme devrait tenir bon. Le jeune homme l'attaque avec son épée, et le chef le traite de rat pour l'avoir trompé. Le jeune homme se met en colère et dit que l'homme est un idiot d'avoir demandé à être épargné après avoir essayé de le finir. D'un seul coup précis, il frappe le chef de plein fouet et le bête facilement. L'homme crie de douleur, et l'attaque le laisse inconscient dans la rue sombre. La fée du système le félicite pour sa victoire, et il gagne beaucoup d'expérience grâce au combat. Le jeune homme ramasse la bourse de l'homme, et la fée l'informe qu'il peut l'ouvrir s'il le souhaite. Il est choqué de voir ce qu'il y a à l'intérieur et ne comprend pas ce que c'est. Le chef demande pourquoi il ne l'a pas éliminé, et le jeune homme dit qu'il n'est pas assez stupide pour enfreindre la loi. L'homme admet sa défaite et se rend devant la force et l'intelligence du jeune homme. Le jeune homme plante ensuite son épée dans le sol juste à côté de lui et le regarde sérieusement. Avec l'épée à la main, il dit qu'il veut que l'homme fasse quelque chose pour lui en échange de sa vie. L'homme dit qu'il ne sera pas un traître et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de lui. Le jeune homme le met sous pression avec l'épée, et il désespère, implorant d'être épargné. Le chef le supplie d'éloigner le sabre et promet de faire tout ce qu'il demande. Avec un sourire diabolique, le jeune homme lui dit de livrer un message aux frères Zhou. Dans un salon, les frères Zhou parlent avec Juyan et Oemao du problème. L'un des frères s'excuse d'être allé directement au raffineur Lin et dit qu'il a déjà été puni. Il lui demande ensuite d'arrêter de les enquêter et d'oublier l'affaire une fois pour toutes. La blonde se met en colère et dit que tout le monde sait ce qu'ils ont fait et qu'elle ne fait que dire la vérité. Les frères l'accusent d'avoir envoyé Liu Bei pour les provoquer et disent qu'ils devraient gagner de l'argent ensemble. Juyan leur dit d'arrêter de tourner autour du pot et d'aller droit au but car elle ne laissera rien arriver au jeune homme. L'homme dit qu'il veut la moitié des bénéfices de la salle des pilules et être le fournisseur des matériaux. Il la menace et dit que si elle n'arrête pas tout, il ne peut pas garantir la sécurité de Liu Bei. Oemao se met en colère et dit que ce n'est pas le manoir du gouverneur et qu'il doit surveiller ses paroles. Le commandant le regarde avec colère et demande s'il peut interpréter ses paroles comme une menace. Le frère de Zhu Bo le retient et lui dit de se calmer et de ne pas être imprudent avec la situation. L'homme essaie de calmer la situation et dit que tout le monde peut gagner s'il coopère. Oemao refuse la proposition et dit que dans le monde des affaires, il devrait éviter les choses suspectes. Juyan se met en colère contre la dispute et demande si son mari essaie de détruire la maison. L'homme se défend et dit qu'ils ont commencé la dispute, et il ne faisait que se défendre. Le frère de Zhu Bo offre un sac d'argent en signe de bonne volonté et met fin à la discussion. Juyan ne s'attendait pas à ce que les choses se terminent ainsi et pense que Liu Bei est encore trop inexpérimentée. Elle sait que si elle ne prend pas l'argent, la sécurité du jeune homme sera en danger, et elle est dans un dilemme. Oemao se met en colère et dit qu'elle ne peut pas accepter l'argent et qu'il va aller chercher le jeune homme tout de suite. Soudain, Liu Bei apparaît et dit qu'il devrait accepter l'argent car il peut être utilisé pour les dépenses de la maison. Le commandant est surpris de le voir, et la blonde lui dit de se taire et de faire comme s'il ne le connaissait pas. Les frères Géo demandent qui est le jeune homme et ne comprennent pas ce qu'il fait là. Le jeune homme se présente comme le directeur financier de la résidence et prend l'argent de leurs mains. Il dit que les finances de la maison sont déficitaires et qu'il ne devrait pas rejeter l'argent gratuit. Le jeune homme prend ensuite l'argent,
et les frères disent au revoir, disant qu'ils ne les dérangeront plus. Ils le trouvent être la personne la plus sensible de la résidence et partent avec le sourire aux lèvres. Liu Bei les regarde avec un sourire diabolique et se prépare pour la prochaine phase de son plan. Le couple est surpris de le voir bien et demande comment il a réussi à échapper aux frères Zhao. Le jeune homme remercie Wei-Mao pour les techniques et dit que sans elle, il aurait pu être blessé. Zhu Yan l'interroge sur le fait d'avoir pris l'argent et ne comprend pas ce qu'il prépare. Il la rassure et dit que si elle présente les preuves, ils renonceront à l'argent dans l'entreprise. La blonde et son mari le regardent avec confiance et réalisent que la somme peut être considérée comme un butin. Le couple le menace en plaisantant et dit qu'il devra payer pour le logement et les techniques. Le jeune homme désespère et leur demande de ne pas lui faire ça car il n'a aucun moyen de payer. Les frères Zhou célèbrent l'accord et croient qu'ils sont maintenant dans le même bateau que Zhu Yan. L'un d'eux est agacé par le scepticisme de l'autre et dit que Fan Si devrait arriver d'un moment à l'autre. Les frères Zhou rient et disent que Liu Bei est fiable comme toujours et qu'ils veulent le rencontrer. Fan Si apparaît et appelle les frères Zhou alors qu'ils l'attendent près d'un arbre. L'homme pleure et dit qu'il a tout gâché, et les frères sont surpris par la désagréable surprise. Il l'emmène dans un endroit sûr et lui demande de leur dire exactement ce qui s'est passé dans la rue. Le frère aîné le gronde pour avoir pleuré et dit qu'un homme adulte ne devrait pas faire ça. Il lui demande pourquoi il a été vaincu par un garçon et lui demande s'il a été négligent. Fan Si dit que le jeune homme n'est pas un cultivateur médiocre et que Zhu Kowa doit mieux le juger. Le frère se met en colère contre l'accusation et demande s'il est devenu faux après avoir été si mal battu. L'homme explique que le niveau de cultivation du jeune homme n'est pas inférieur à celui de leur patron. Zhu Bo s'intéresse au jeune homme et dit que c'est un talent qui peut embêter son frère. Il suggère que ça ne ferait pas de mal de recruter Liu Bei et montre à son frère un dessin du jeune homme. Il compare le dessin avec l'image de Liu Bei prenant l'argent et remarque la ressemblance. Les frères sont choqués et se demandent s'ils ont été trompés par le jeune homme intelligent. Ils désespèrent en réalisant qu'ils ne peuvent pas récupérer l'argent et que le jeune homme est audacieux. Le jeune homme joue avec les pièces, et ils comprennent que l'invitation à être amis est une provocation. Le frère désespère et ne sait pas quoi faire car Feng Tsai a été vaincu et ils ont perdu de l'argent. L'homme dit qu'il a encore une chose à dire et demande au patron de ne pas se fâcher. Le patron s'agace de son ton et dit qu'il est difficile de contrôler sa colère comme ça. Feng Tsai révèle que le jeune homme a pris sa bourse, qui contient des objets rares et précieux. Et pour aggraver les choses, la bourse contenait également le symbole de la secte Nobelin, et ils désespèrent. Les frères désespèrent et décident de retourner au manoir du gouverneur pour voir l'oncle Ting. Allongé sur le toit, Wu Bei pense qu'avec le symbole et les preuves, Zhu Koi se retirera de l'affaire. Il sait que la secte Nobelin est la seule à explorer les reliques, et leur réseau d'informations sera utile. Le jeune homme prévoit de devenir ami avec les frères Zhao afin qu'ils puissent l'aider dans la chasse au trésor. Il rit de l'idée et est amusé par la possibilité d'explorer Tom avec les deux frères. Soudain, il arrête de rire et devient pensif, regardant le ciel étoilé. Avec un soupir, il semble s'inquiéter de quelque chose, et son expression change complètement. Zhu Yan apparaît et dit qu'elle a besoin de lui dire quelque chose à propos de Jin, et il demande ce qui s'est passé. La blonde révèle que Jin a été puni et ne peut plus quitter la secte sans permission. Elle dit ensuite que la punition durera 3 ans, et la jeune femme fixe le ciel étoilé. Le jeune homme s'inquiète du traitement que Mademoiselle B recevra et décide de se concentrer sur sa cultivation. Une semaine plus tard, il s'entraîne intensément et brise des rochers avec ses coups de poing et ses coups de pied. Le jeune homme remercie Monsieur Wei pour l'entraînement, et le ferry le félicite pour son niveau supérieur. Il le défie à un combat, mais le commandant refuse, disant qu'il progresse trop rapidement. Mais l'enthousiasme du jeune homme est contagieux, et il décide de s'entraîner avec lui pendant un moment. Avec ses muscles brillants, il dit qu'il va lui faire réaliser qu'il doit être humble. Zhu Yan apparaît et les gronde pour s'être entraîné à moitié nu pendant leur jour de congé. Le commandant s'excuse et dit qu'il ne voulait pas décourager l'enthousiasme du jeune homme. Wei-Mao demande pourquoi elle n'est pas à la salle des pilules et si quelque chose s'est mal passé. La blonde explique que le jeune homme a résolu le problème du fournisseur et qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Elle lui conseille d'être prudent avec les étrangers car il pourrait être de la secte arrogante de l'épée. Le jeune homme la remercie pour le message et dit qu'il travaillera dur sur sa cultivation afin de ne pas la décevoir. Il pense qu'il préférerait retourner dans son ancienne secte et se demande comment vont les renards. Zhu Yan commente que les frères Zhou ne l'ont pas cherché depuis l'incident à la salle des pilules. Le jeune homme la remercie, ainsi que Wei-Mao, et dit que tout cela est grâce à eux deux. La secte Nobelin a ce nom, mais elle s'engage en réalité à piller les tomes de familles importantes. Si l'acte de piller les tomes est exposé, il pourrait tomber en disgrâce et être chassé. Avec cette information en main, le jeune homme sait qu'ils devront abandonner l'affaire de la salle des pilules. La gouvernante annonce que les frères Zhao sont là pour les voir, et le jeune homme sourit à la nouvelle. Wei-Mao se met en colère et dit qu'il va les mettre dehors car ils doivent être là pour commencer une bagarre. Mais Liu Bei l'arrête et dit que peut-être ils sont là pour se faire des amis et non pour se battre. Le jeune homme les accueille avec un sourire et s'excuse pour l'attente, disant qu'ils auraient pu simplement l'appeler. Les frères disent qu'ils voulaient lui rendre visite plus tôt mais ont trébuché et se sont blessés au manoir. Le jeune homme regrette ce qui s'est passé et dit que le gouverneur doit avoir le cœur brisé par la nouvelle.
Leur oncle se met en colère car l'accord a échoué et la connexion avec la secte Noblin a été exposée. Les frères ressentent la piqûre de la provocation du jeune homme et se souviennent de comment ils ont été vaincus. Ils s'excusent pour l'incident, et l'un d'eux nie avoir ordonné l'attaque de Feng Se. Julian les avertit de ne pas faire confiance aux frères car ils pourraient comploter quelque chose. La blonde se met en colère et dit qu'elle ne les laissera plus interférer dans les affaires de la salle des pilules. Le jeune homme les menace secrètement et dit que s'ils ne deviennent pas amis, il exposera tout. Le jeune homme dit qu'il semble sincère et qu'il ne sera en aucun cas corrompu par eux. Avec un sourire malicieux, il les défie de prouver qu'ils ne le corrompront pas avec leur mauvaise influence. Le frère dit à Feng Se d'apporter les choses en hâte pour montrer sa sincérité. Ils offrent 4 coffres remplis d'argent et demandent pardon pour leur discorde précédente. Julian est sans voix et ne sait pas comment réagir à cette énorme quantité d'argent. L'homme dit qu'ils sont venus avec sincérité et ne s'embêtent pas à dépenser pour résoudre le problème. La blonde accepte les cadeaux et dit à Oemao de les emmener au bureau pour les stocker. Le frère demande ensuite à l'UBI de rendre l'objet qu'il a pris puisqu'ils ont compensé la jeune femme. Feng Se s'excuse et dit que le combat était un malentendu et qu'il ne causera plus de problème. Le jeune homme accepte et relance la bourse, disant qu'il n'en a pas besoin. L'homme rattrape la bourse mais est surpris de voir qu'elle est complètement vide. Il désespère et demande pourquoi la bourse est vide et ce qui est arrivé aux objets. Le jeune homme dit que bien qu'il ne garde pas rancune, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être rendues. Le frère se met en colère et l'accuse de changer d'avis après avoir accepté les cadeaux. Il ne comprend pas l'attitude du jeune homme et l'accuse d'être injuste et de ne pas tenir sa promesse. L'homme perd patience et menace le jeune homme, disant qu'il va en finir avec lui tout de suite. Le jeune homme le provoque et dit qu'il a à peine fini de parler et qu'il veut déjà l'éliminer à nouveau. Dit qu'il semble être un inconnu qui peut être facilement éliminé à tout moment. Avec une aura rouge, il dit que ça sonne très désagréable et se prépare à un combat. Le jeune homme libère une énergie rouge, et le système explique sa capacité d'attaque psychique. Les hommes se sentent paralysés par l'aura du jeune homme, et leur conscience lutte pour résister à l'oppression. Le frère désespère et traite Juku d'idiot pour avoir joué avec un jeune homme si puissant. Il réalise que les avantages de devenir ami avec l'UBI sont inestimables et change d'attitude. Les frères s'agenouillent sur le sol et s'inclinent devant le jeune homme en signe de respect et de soumission. L'homme s'excuse pour son frère et demande au jeune homme d'être magnanime et de leur pardonner. Liu Bei disperse son aura, et le sang qui a taché le sol disparaît comme si de rien n'était. Il dit qu'il serait impoli d'insister et leur demande de se lever et d'oublier cette affaire. Le jeune homme réalise que sa technique consomme beaucoup de son niveau de cultivation et se sent faible. Le frère dit qu'il sait ce que fait le noble insecte et qu'ils font des affaires louches. Il demande pourquoi le jeune homme a pris le symbole et s'il n'a pas peur de ternir sa réputation. Le jeune homme rit et dit qu'il n'a jamais craint la pauvreté, encore moins une réputation ternie. L'homme ne comprend pas ce qu'il veut dire, et le jeune homme continue de parler avec un sourire sur le visage. Il propose de se joindre à eux au lieu de garder le secret afin que tout le monde soit dans le même bateau. Le jeune homme dit qu'à l'intérieur de certaines ruines, il y a des trésors qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis des siècles. Le frère nie que la secte ait pillé le tombeau ancestral de l'homme et le regarde avec suspicion. Il est choqué par la volonté du jeune homme de se joindre à eux et l'appelle son idole. L'autre frère essaie de l'avertir que le jeune homme est en train de les tromper et qu'il en veut à leur trésor. L'homme se fâche et, avec un coup de poing, le traite d'idiot pour ne pas s'être tué et avoir tout gâché. Il s'excuse pour son frère et dit qu'il le recommandera afin qu'il puisse rejoindre la secte. L'homme dit à Feng Se de ramener son frère au manoir pour qu'il dorme et se repose. L'homme dit qu'il aurait aimé le rencontrer plus tôt car il est difficile de trouver quelqu'un qui comprenne la secte. Il propose de le présenter à la secte Noblin, mais le jeune homme dit qu'il sait déjà tout. Le jeune homme est confus par la réponse et ne comprend pas comment il peut en savoir autant sur la secte. Les yeux brillants de convoitise, le jeune homme demande quand ils vont explorer les ruines. La scène passe au ciel bleu et aux îles flottantes à l'horizon de la ville. Liu Bei trouve Wemao et lui demande ce qu'il fait là avec un air suspect. Le commandant est surpris et cache le livre, disant qu'il était juste en train de lire et de stocker l'argent. Le jeune homme le taquine et lui demande pour qui il se prenait, et l'homme est embarrassé. Avec un sourire malicieux, le jeune homme dit qu'il va voir combien il a caché cette fois. Le commandant le gronde et lui demande s'il est sûr de vouloir explorer les ruines avec les frères. Le jeune homme confirme et dit qu'il doit s'exposer à de meilleures opportunités pour grandir. L'homme le félicite pour son courage et dit qu'il l'aidera à persuader Julian de le laisser partir. Il lui tend ensuite une armure de maille et lui dit qu'explorer les ruines est risqué. La fée du système explique que l'armure réduit les dégâts d'attaque et restaure la santé. Le commandant l'avertit que l'armure appartenait à son père et qu'il ne doit pas la perdre. Il propose de préparer tout ce dont le jeune homme a besoin dans 3 jours pour l'expédition. L'homme lui conseille de s'enfuir si sa vie est en danger et de ne pas trop forcer. Le jeune homme est touché par l'inquiétude du MPC et ne peut plus supporter autant de gentillesse. Avec une larme à l'œil, il réalise que Wemiao est plus humain que ses anciens collègues. Le jeune homme le serre fort dans ses bras et le remercie pour toute l'aide et le soutien qu'il lui a apporté. Le jeune homme dit qu'il l'appellera Mao, et le commandant est surpris par ce changement soudain. Il dit que la façon dont il le traite ressemble plus à un frère ou à un aîné de la famille. Le commandant est embarrassé mais accepte la nouvelle façon du jeune homme de s'adresser à lui.
Le jeune homme s'énerve et l'accuse de cacher de l'argent et menace de tout raconter à Julian. L'homme explique qu'il voulait investir dans le jeune homme et obtenir une part des bénéfices de l'expédition. Le jeune homme est confus et ne comprend pas pourquoi il veut investir autant d'argent en lui. Le commandant dit qu'il se prépare à déménager et que le travail d'officier est très fatigant. Il explique qu'il ne peut offenser personne d'important, et c'est pourquoi il veut partir. Le jeune homme comprend la situation et le félicite d'être un homme bon et de se soucier de sa femme. Il suggère ensuite que l'homme devienne le magistrat du comté de Jade pour gagner de l'argent. Le commandant dit qu'il y réfléchira et que le magistrat du comté est un vieil ami à lui. Il lui dit au revoir et dit au jeune homme de bien prendre soin de l'armure et de lui faire savoir s'il a besoin de quoi que ce soit. Le jeune homme le félicite d'être fiable et préparé au danger et le considère comme un soutien. Il promet de ne pas le décevoir s'il investit en lui et qu'il progressera très bientôt. Le jeune homme enfile l'armure et se sent prêt à chanter, danser et piller des tombes. La fée l'informe que ses attributs ont augmenté et qu'il a fait une percée dans sa technique. Il se demande ce qu'est une pensée maléfique et comment ses attributs vont doubler. La fée dit qu'elle n'est qu'une messagère et qu'elle ne peut pas leur donner une réponse parfaite. Le jeune homme en conclut qu'il doit expulser ses démons intérieurs pour une meilleure cultivation. Il réalise alors que s'il vainc son démon intérieur, il peut aussi gagner de l'expérience. Le jeune homme rit et réalise qu'il peut utiliser les pensées maléfiques pour augmenter ses attributs indéfiniment. Il décide de ne plus se retenir et d'utiliser toute son expérience pour atteindre le niveau 20. Dans un royaume démoniaque, une ombre se demande qui elle est et où elle se trouve dans cet endroit sombre. La silhouette ombrageuse se redresse et continue de s'interroger sur son identité et son lieu de résidence. Ses yeux s'ouvrent, et il se souvient de son nom alors qu'une lumière intense l'enveloppe. Au manoir du gouverneur, le soleil se couche, et le ciel se remplit de couleurs chaudes et vibrantes. Le frère de Joubo se plaint que l'accord n'était pas de s'associer avec le jeune homme, mais de se débarrasser de lui. Joubo le gronde et dit que l'avoir dans le même bateau est la meilleure option pour tout le monde. Le gouverneur Joutine apparaît et demande s'il n'avait pas besoin d'hommes pour piller des tombes. Une connaissance lui a écrit et lui a proposé un partenariat pour piller une tombe dans laquelle ils avaient échoué. Le gouverneur demande qui ils veulent emmener et se prépare pour la prochaine expédition. Jubo dit que seul Yuban fera l'affaire et que le reste de l'équipe est déjà formé. Le frère se fâche d'être laissé de côté, et Jubo le gronde pour son inutilité. Le gouverneur demande si le Liu Bei qu'il a mentionné est l'espion dont il a parlé auparavant. L'homme essaie d'expliquer, mais le gouverneur le coupe et dit qu'il comprend déjà la situation. Il dit que si le jeune homme essaie quoi que ce soit de drôle, il devrait le laisser dans les ruines pour toujours. Jubo se fâche contre son frère et, avec un coup de poing, lui dit de réfléchir avant de dire des bêtises. Il ne comprend pas pourquoi ils ne veulent pas de quelqu'un comme lui travaillant pour eux. Alors le gouverneur le met en charge d'être le juge et lui dit d'achever le jeune homme s'il n'est pas obéissant. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.